Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui le professeur Sayed Memzmarandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps un dimanche de participer à l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Scorer, c'est toujours un plaisir. Je me demandais donc, dans quelle mesure tu penses que nous pourrions déjà être sur la voie d'une seconde attaque contre l'Iran? Il semble que le cessez-le-feu à Gaza, il ne tient pas vraiment. On entend sans cesse dire qu'Israël bombarde un peu, puis que le cessez-le-feu reprend. Le Liban est également davantage attaqué. On voit le proxy syrien peut-être se préparer à une future implication. Et chose incroyable, l'ancien chef de l'État islamique est maintenant invité à la Maison-Blanche pour rencontrer Trump. Et on reparle à nouveau du fait que l'Iran aurait relancé son programme nucléaire. Il semble y avoir beaucoup d'indicateurs montrant que nous pourrions aller dans cette direction. Oui, tout est possible. Et le fait que Jolani se rende à Washington, je pense, est significatif. Les États-Unis ont toujours voulu utiliser la Syrie, après la chute de l'ancien président Assad, pour faire pression sur le Liban. Ils ont menacé la Syrie et le Liban par le passé, et ont également laissé entendre que le Liban pourrait être pris par la Syrie. C'est donc une possibilité. Bien sûr, les Iraniens ne resteront pas silencieux dans un tel cas, et je pense que Jolani devrait y réfléchir à 2 fois avant d'essayer de détruire la résistance depuis l'Est. La situation en Syrie est de toute façon très mauvaise, et il perd très rapidement la légitimité qui lui restait, car il a fait exactement ce que les Iraniens et le Hezbollah disent depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire capituler devant les États-Unis et travailler main dans la main avec le régime israélien. C'est quelque chose que les gens disaient déjà en 2012-2013, et tout cela s'est avéré vrai. Mais la Syrie est très fragmentée et très affaiblie, et la situation économique est tout à fait catastrophique. Le pays est en train de s'effondrer. Il lui sera donc très difficile de faire grand-chose, surtout si une menace venue de Téhéran se profile. Après tout, les capacités balistiques de l'Iran sont imparables, comme nous le savons. Pour les Israéliens, peut-être, mais les drones iraniens n'ont pas besoin d'être très sophistiqués pour infliger des dégâts catastrophiques à Jolani. Et ils ne disposent d'aucune défense aérienne, pas même contre les drones. Ainsi, l'Iran n'aurait pas à utiliser les missiles destinés à Tel Aviv pour faire pression sur Jolani. C'est un problème. Mais je pense que Netanyahou finira probablement par intensifier les choses à un moment donné, parce que c'est ce qu'il fait. C'est pour cela que la première guerre du Liban a eu lieu. C'est pour cela qu'il a attaqué l'Iran. Mais on ne sait pas sur quel front cela va se produire. Sera-ce à Gaza? Sera-ce au Liban, puisqu'il tue des citoyens libanais quotidiennement? Ou sera-ce contre l'Iran? Beaucoup de gens, comme vous le savez, disent qu'une attaque contre l'Iran est imminente. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais cela serait très coûteux pour Netanyahou. Et les Iraniens se préparent à un rythme très rapide depuis le cessez-le-feu ou l'arrêt des hostilités. Les Israéliens n'ont aucun moyen de bloquer les missiles iraniens, et l'Iran travaille sur ces missiles pour les rendre encore plus efficaces, en introduisant de nouveaux modèles. Mais d'un autre côté, les Iraniens se préparent également à défendre le pays de manière plus efficace. D'après ce que je comprends, bien que je n'ai accès à aucune information secrète, l'Iran a déjà fait beaucoup pour s'assurer qu'à l'avenir, les drones soient moins efficaces et que la sécurité intérieure soit renforcée afin de bloquer les actes subversifs de l'État islamique. D'Al-Qaïda ou d'autres groupes utilisés par les Israéliens pour mener des attaques à l'intérieur de l'Iran.
Donc je pense qu'avec le temps, il deviendra de plus en plus difficile pour les Israéliens de combattre directement l'Iran. Mais comme il s'agit de Netanyahou, tout peut arriver. Il miserait évidemment sur une intervention des États-Unis dans le conflit. Cependant, avec la situation près du Venezuela, et avec les États-Unis et leurs alliés qui subissent de lourdes pertes en Ukraine, tu sais mieux que moi que les lignes de front en Ukraine commencent à montrer des signes d'effondrement. Et avec ce que je considère comme la défaite des États-Unis à la table des négociations face aux Chinois, je ne pense pas que les États-Unis aient vraiment l'appétit pour un conflit prolongé avec l'Iran. D'autant plus que Glenn, c'est quelque chose que la plupart des gens ne prennent pas en compte. Les capacités de défense de l'Iran ne sont pas dirigées contre Israël. Seule une très petite partie des capacités offensives de l'Iran vise Israël, le régime israélien. L'essentiel des capacités iraniennes est concentré sur le golfe Persique, le golfe d'Oman et l'océan Indien. Pourquoi? Parce que lorsque les États-Unis ont envahi l'Afghanistan puis l'Irak, encerclant de fait l'Iran, la dissuasion iranienne reposait sur la possibilité d'une attaque américaine contre le pays. Le moyen le plus efficace de contrer une telle attaque serait de détruire tout ce que les États-Unis possèdent en haute mer. Et cela inclurait, bien sûr, les pays qui accueillent des bases américaines. Ils deviendraient des cibles potentielles. Ainsi, pour chaque missile pouvant être tiré sur Israël, des dizaines de missiles peuvent être lancés sur des positions ou des cibles dans le golfe Persique. L'Iran dispose de missiles à courte et moyenne portée, beaucoup plus mobiles et faciles à déplacer à ses fins. Et comme je l'ai dit, en bien plus grand nombre. Il en va de même pour les drones. Pour l'Iran, viser le régime israélien avec des drones est assez difficile, car ils doivent survoler l'Irak et la Syrie, et parfois peut-être le Liban pour y parvenir. L'Iran tire des drones sur Israël principalement pour les obliger à utiliser leur défense aérienne, car ces défenses coûtent bien plus cher que les drones. Mais si l'Iran veut lancer des drones, en bien plus grand nombre, des drones plus petits, des drones plus grands, contre des cibles dans le golfe Persique, il n'y a aucun moyen de les arrêter, car le golfe Persique n'est pas très large et il est très long. Les capacités offensives de l'Iran sont donc dirigées contre les États-Unis. Et si l'on prend cela en compte, je pense qu'il sera beaucoup plus difficile pour les États-Unis, à ce stade, de décider d'entrer dans un conflit avec l'Iran, car cela ferait s'effondrer l'économie mondiale et mettrait à mal les alliés américains dans toute la région du golfe Persique. Cela rend la situation plus difficile, voire presque impossible, pour Netanyahou, de pouvoir être certain que s'il attaque l'Iran, les États-Unis le soutiendront comme il s'y attend. Il semble qu'il y ait peut-être un certain excès d'optimisme aux États-Unis quant à leur capacité à gérer la montée sur l'échelle de l'escalade et à contenir le conflit. Idéalement, je pense que les États-Unis aimeraient voir l'utilisation de proxies locaux, comme Jolani en Syrie, pour attaquer les alliés de l'Iran. Puis, s'ils doivent aller plus loin dans l'escalade, faire en sorte que les Israéliens affrontent les Iraniens. Mais alors, bien sûr, les actifs américains resteraient hors de portée, puisqu'ils ne seraient pas encore impliqués. La dernière étape, bien sûr, c'est lorsque les États-Unis s'impliquent directement. Mais à ce moment-là, tous leurs moyens sont déjà en place. Mais encore une fois, comme nous l'avons vu la dernière fois, la capacité à exercer une domination totale sur l'escalade, à contrôler la manière dont on monte et descend cette échelle, est souvent surestimée. Et l'illusion de pouvoir la maîtriser est une source classique d'erreurs historiques. Je voulais poser une question sur les préparatifs. I wanted to ask about the preparations. If I could just intervene. Sorry. Yeah. Yes. One is that, first of all, the United States Armada. Tout d'abord, l'armada des États-Unis en Méditerranée est extrêmement coûteuse. Avoir une armada là-bas,
puis se mobiliser simultanément pour la Méditerranée ou l'océan Indien représenterait un très lourd fardeau pour les États-Unis, tant sur le plan militaire que budgétaire. En outre, Jolani est déjà en très grande difficulté. Ce n'est pas sans raison qu'il est allé à Moscou. Il s'est rendu à Moscou et son ministre de la Défense s'y est également rendu, en raison de la situation très difficile à laquelle ils sont confrontés. Le pays est en train de s'effondrer, ils n'ont pas le contrôle du Sud, ils n'ont pas le contrôle de l'Est, et dans le Nord, la sécurité est très faible. Dans certains endroits, il n'y a aucune sécurité du tout. Et bien sûr, ses partisans extrémistes, beaucoup d'entre eux sont très en colère, et un certain nombre sont désillusionnés, parce qu'ils considèrent que ces politiques ne sont pas en accord avec ce qu'ils promettaient il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Autrement dit, vous savez, un nettoyage ethnique radical, des massacres, et l'imposition du wahhabisme et du salafisme. Et bien sûr, certains de ces extrémistes naïfs pensaient vraiment qu'il allait s'en prendre à Israël, ce qui a toujours été absurde. Encore une fois, c'est quelque chose que Sayed Hassan Nasrallah et les Iraniens avaient toujours prédit. Ils disaient que si ces gens arrivaient au pouvoir, ils s'aligneraient sur l'Occident et sur le régime israélien. Il a donc de nombreux problèmes internes, et maintenant il intensifie ses actions contre le Liban. Je veux dire, les Américains, s'ils veulent qu'il le fasse, lui mettront quelques carottes sous le nez. Mais les Iraniens ont pas mal de bâtons à leur disposition. Il a également cherché à se rapprocher de l'Iran, directement et indirectement, pour normaliser les relations. Donc s'il était dans une position aussi forte, il ne ressentirait pas le besoin de se tourner vers l'Iran. Jusqu'à il y a 2 ou 3 semaines, je sais que les Iraniens n'avaient pas répondu à ces demandes. Je ne sais pas ce qu'il en est des 2 dernières semaines, car j'ai voyagé, mais jusqu'à présent les Iraniens l'ont ignoré. Et il a effectivement besoin de l'Iran pour de nombreuses raisons. L'une d'elles est que l'Iran a de nombreux alliés en Syrie, partout en Syrie, un très grand nombre de personnes, car après tout, l'Iran y avait sa propre armée, composée principalement de Syriens sunnites. Ces gens sont favorables à l'Iran, et d'un autre côté, d'un point de vue économique, ils ont besoin de l'Iran, car la raffinerie est conçue pour consommer du pétrole iranien. D'autres pays ont encore peur d'envoyer du pétrole, car le pays est toujours sous sanctions. Par exemple, le réseau électrique et les centrales ont été construits par l'Iran, donc beaucoup de pièces de rechange doivent venir d'Iran. Sans la coopération iranienne, la vie devient encore plus difficile. Il n'est donc pas clair jusqu'où les Américains peuvent aller dans ces circonstances. Et encore une fois, le temps ne joue pas vraiment en faveur des Américains ni des Israéliens. Comme vous l'avez justement souligné, il n'y a pas de véritable cessez-le-feu. Chaque jour, ils assassinent des Palestiniens et des Libanais. Cela continue de susciter la colère des gens dans le monde entier contre le régime israélien. Même aux États-Unis, l'opinion à l'égard du régime israélien ne cesse de se détériorer. On peut le voir simplement en regardant Candace Owens ou d'autres personnalités publiques qui se sont engagées. Ils se déchirent. Tucker Carlson, ils sont en train de démanteler la base de soutien du régime israélien. Le temps ne joue donc pas en faveur des Israéliens, car s'ils lancent une guerre et que le public américain y est déjà hostile, ou s'ils intensifient le conflit au Liban ou contre Gaza maintenant, cela ne fera qu'aggraver la situation. Ce n'est donc pas comme si les Israéliens avaient beaucoup d'options, ni de bonnes options d'ailleurs. C'est une évolution aux États-Unis. C'est intéressant, surtout parce qu'il y a eu davantage de critiques venant de la gauche politique, mais désormais aussi de la droite politique, qui devient de plus en plus critique envers Israël. Je pense que c'est un développement intéressant, car avec l'arrivée de Trump,
Il a vraiment insufflé beaucoup d'énergie derrière l'idée de l'Amérique d'abord. Cependant, il a semblé en perdre le contrôle, car dans son esprit, l'Amérique d'abord devait signifier exactement ce qu'il pensait que cela signifiait. Mais beaucoup de ceux qu'il avait galvanisés pensaient que l'Amérique d'abord voulait dire placer leur propre pays avant tous les autres, y compris Israël. Ainsi, maintenant, lorsqu'il essaie de modifier le sens, en disant que l'Amérique d'abord signifie se tenir aux côtés d'Israël et se battre avec lui jusqu'au bout, cela ne colle pas vraiment. Beaucoup de gens se sont, éloignés de cela, ou ont montré que l'idée d'America First avait pris une vie propre, indépendante de ce que Trump veut qu'elle signifie. Oui, je voulais toutefois vous interroger sur les préparatifs mutuels du côté israélien et du côté iranien, car nous voyons qu'Israël est désormais réarmé en vue d'une autre guerre possible. Mais dans les médias occidentaux et parmi les responsables politiques, on constate également que la Chine et la Russie ont été critiquées pour avoir aidé à réarmer l'Iran. On dit que cela viole les sanctions. Bien sûr, en mettant de côté toute hypocrisie, armer un camp tout en critiquant les autres pour armer l'autre. Comment voyez-vous l'aide apportée à l'Iran? Et aussi l'argument des Russes et des Chinois est que après le rétablissement automatique des sanctions, toutes les sanctions contre l'Iran sont considérées comme invalides. Comment analysez-vous cet argument? Eh bien, l'aspect le plus important de la lettre conjointe des ministres des Affaires étrangères iraniens, russes et chinois adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que de la déclaration publique qu'ils ont publiée, est que, puisqu'ils ne reconnaissent plus les sanctions de l'ONU contre l'Iran, ils s'autorisent de fait à exporter ce qu'ils veulent vers l'Iran. Les sanctions de l'ONU concernaient principalement le programme militaire de l'Iran, son programme de missiles et son programme nucléaire. Le programme nucléaire iranien est indigène. Il ne peut donc pas vraiment être affecté par de telles sanctions. Mais les capacités militaires de l'Iran, bien sûr, en particulier en ce qui concerne les systèmes d'armes de haute technologie et les technologies avancées, pourraient être affectées et le seraient effectivement. Et en n'acceptant pas les sanctions de l'ONU, les Chinois et les Russes peuvent fournir à l'Iran tout ce qu'ils veulent. Bien sûr, il existe une différence entre l'Iran et le régime israélien. D'une part, l'Iran achète ses armes. Il peut obtenir de bonnes affaires ou de bonnes technologies en raison de la colère des Russes envers les États-Unis ou de leurs inquiétudes concernant les ambitions américaines en Asie occidentale. Il en va de même pour la Chine. Mais il paie. Dans le cas du régime israélien, alors qu'il commet un génocide, il reçoit une aide des États-Unis et des Européens. Ainsi, il n'achète pas grand-chose. On leur offre des armes en cadeau pour tuer des Iraniens, des Libanais, des Palestiniens, des citoyens yéménites ou irakiens. Donc il y a une différence. L'Iran achète ses propres biens. Mais encore une fois, les conditions, j'imagine, et d'après ce que je comprends, sont favorables avec les Russes et les Chinois. Une autre différence est que, comme nous en avons déjà parlé brièvement, les Israéliens et les Américains étaient sous l'illusion qu'une attaque contre l'Iran pourrait entraîner un soi-disant changement de régime. Ainsi, le régime israélien a tout donné. Ils n'ont ménagé aucun effort et ont utilisé tout leur système d'armes contre le pays, ceux qui pouvaient être employés contre l'Iran, et leurs actifs à l'intérieur de l'Iran. Les Iraniens ont été pris au dépourvu, et en plus de cela, ils n'ont jamais utilisé une grande partie de leur propre système d'armes. En réalité, les Iraniens connaissent les capacités israéliennes, ils ont déjà eu affaire à elles, et ils essaient de restructurer leurs propres capacités de défense pour pouvoir y faire face à l'avenir. Mais les Iraniens n'ont pas utilisé leurs capacités offensives. Leurs principaux missiles n'ont pas été employés sur le champ de bataille.
Et bien sûr, l'Iran renforce ses défenses en achetant des technologies plus récentes, notamment auprès de la Chine. Sa technologie progresse très rapidement, et c'est un point qu'il faut toujours garder à l'esprit. À mesure que l'équilibre économique du pouvoir s'éloigne de l'Occident, l'équilibre militaire suit la même tendance. So does the military power. Chinese technology, Russian technology as well, but Chinese technology. La technologie chinoise et la technologie russe également, mais surtout la technologie chinoise sur tous les fronts progresse très rapidement. Alors que les Américains sont lourdement endettés et mènent guerre après guerre, les Chinois avancent. Ainsi, bien qu'il y ait toujours eu un avantage technologique détenu par le régime israélien, cet avantage diminue et pourrait finalement s'inverser. Et bien sûr, cela inclut également le Liban, le Yémen et potentiellement Gaza. Donc, plus les capacités de l'Iran deviennent technologiquement avancées, plus l'effet et l'impact sur de multiples fronts seront importants. That has an effect and an impact on multiple fronts. That actually, what you mentioned about the US being En réalité, ce que vous avez mentionné à propos du fait que les États-Unis sont surmenés fait également partie de l'argument America First. On ne peut pas se comporter comme un empire mondial lorsqu'on n'en a plus les moyens. Car s'il se prépare à une attaque contre le Venezuela, à une autre guerre avec l'Iran, tout en gérant de nombreux États voisins et en menant encore une guerre coûteuse contre les Russes, ils n'ont pas la capacité de produire suffisamment d'armes. Ils doivent aussi se préparer à une éventuelle guerre avec la Chine. Autrement dit, quand on essaye de tout faire en même temps, on ne peut plus vraiment faire grand-chose. Les priorités sont essentielles ici. Et lorsque chaque coin du monde devient une priorité et qu'il faut affronter tout le monde simultanément, oui, on finit par perdre du terrain au bout d'un moment. Et les Chinois, qui se tiennent à l'écart de toutes les guerres, avanceront évidemment à toute vitesse avec leur technologie. Alors regardons cela du point de vue iranien en particulier. Il y a une vingtaine d'années, en 2003 je crois, l'Iran faisait partie de l'axe du mal. Il avait été désigné par Bush comme le centre, évidemment, de cet axe. À cette époque, les États-Unis, alors bien plus puissants qu'aujourd'hui, se concentraient sur le renversement ou le changement de régime en Iran. Le pays était perçu comme le cœur de leurs problèmes mondiaux. Aujourd'hui, l'Iran fait partie de nombreuses entités dites maléfiques, et certaines d'entre elles sont assez importantes, comme la Chine ou la Russie. Les États-Unis ne peuvent donc plus se concentrer sur l'Iran comme ils le faisaient auparavant. Toutes ces entités maléfiques se rapprochent de plus en plus les unes des autres, si bien que les capacités américaines sont dispersées, tandis que celles de l'Iran se renforcent. Et en plus de cela, tous ces autres pays se rapprochent également les uns des autres, offrant de nouvelles opportunités pour renforcer leurs économies. Parce que lorsque vous imposez des sanctions à la Russie, à l'Iran, à la Chine et à d'autres nations, des BRICS, par le biais de tarifs douaniers ou de sanctions directes, vous créez une incitation pour qu'ils se rapprochent les uns des autres. Ainsi, si l'on se place du point de vue de Téhéran, l'Iran a l'avantage, et avec le temps, cet avantage se renforce, car ces pays continuent de se rapprocher. Pendant ce temps, les États-Unis s'épuisent, que ce soit dans les Caraïbes, avec les guerres commerciales, ou maintenant en parlant même d'attaquer le Nigeria. C'est une folie. Mais bien sûr, beaucoup ne regardent même pas le fil de Trump sur Twitter. Enfin, pas Twitter, son fil sur Truth Social, sauf s'ils veulent simplement y jeter un œil pour s'amuser. Mais le fait est que si l'on regarde la situation depuis Téhéran, on se sent aujourd'hui bien plus puissant à l'échelle mondiale qu'il y a 2 décennies et demie. Et puis bien sûr, il y a le facteur supplémentaire qu'est la guerre de 12 jours, qu'Iran a déjà vécu et dont il est sorti vainqueur. Ainsi, la confiance des Iraniens ordinaires aujourd'hui est bien plus grande qu'avant la guerre. De plus, Glenn, tu es déjà allé à Téhéran.
Avant la fin du JCPOA, les médias occidentaux en langue persane répétaient jour et nuit que lorsque le mécanisme de rétablissement des sanctions serait déclenché, cela plongerait l'Iran dans le chaos et ferait dérailler l'économie. Mais cela ne s'est pas produit. Les Russes et les Chinois, comme vous l'avez souligné, ont déclaré « nous ne l'acceptons pas ». Et malheureusement, au-delà de cela, cela n'a eu aucun effet durable. Quelques semaines après que le soi-disant Occident a mis en œuvre son mécanisme de rétablissement et que le JCPOA a pris fin, les quelques semaines difficiles pour l'économie se sont progressivement dissipées et les choses sont revenues à la normale. Il n'y a donc plus vraiment de crainte des sanctions en Iran. Il n'y a plus de peur de ce que la guerre pourrait faire au pays. Le pays est plus confiant, il a davantage d'options et il a le sentiment d'avancer dans la bonne direction, tandis que les Américains et le régime israélien vont dans la direction opposée. Je pense que beaucoup de gens oublient ou ne reconnaissent pas que l'une des raisons pour lesquelles les Chinois, tout comme les Russes, rejettent la légitimité de ces sanctions, c'est à cause du JCPOA, l'accord sur le nucléaire, auquel l'Iran avait effectivement souscrit. Les Iraniens ont déclaré « Nous ne voulons pas d'armes nucléaires ». Ils ont signé les accords pour garantir la transparence et ils les ont respectés. C'est les États-Unis qui se sont unilatéralement retirés de l'accord. Et bien sûr, ils ont été assez clairs sur leur raison de le faire. Ils ont dit que cela ne couvrait pas vraiment les missiles balistiques ni les partenariats avec les alliés. Donc en somme, ce qu'ils soutiennent, c'est que l'Iran respecte l'accord nucléaire. Cependant, nous aimerions l'élargir pour qu'il s'agisse essentiellement d'une capitulation, couper les liens avec tous les alliés et également limiter les capacités militaires conventionnelles au cas où, vous savez, quelqu'un, pas nous, voudrait vous attaquer à l'avenir. Donc c'est en quelque sorte, vous savez, très évident que cela venait des États-Unis. Je veux dire, il est très difficile de soutenir le contraire, à savoir que ce n'était pas une démarche très unilatérale, et les Iraniens ont même continué à respecter des éléments clés de l'accord. Mais maintenant que les Européens imposent ces sanctions de rétablissement pour des raisons qui semblent très douteuses, étant donné que les Iraniens étaient disposés à ouvrir leurs portes à l'AIEA, on doit se demander quel est le but de tout cela. Ainsi, lorsque les Iraniens, les Chinois et les Russes affirment maintenant « Eh bien, nous ne considérons pas cela comme légitime », comme vous l'avez suggéré, cela doit aussi être placé dans un contexte plus large, car tout le monde doit être sanctionné, et ils s'attendent à ce que chacun respecte toutes leurs sanctions. Ils veulent désormais imposer des sanctions à la Chine, tout en demandant à la Chine d'accepter les sanctions contre la Russie. Ils veulent également paralyser la Russie par des sanctions, mais exigent encore que les Russes maintiennent les sanctions contre l'Iran. Ainsi, tous ces pays visés par les États-Unis sont désormais censés s'imposer mutuellement des sanctions. À un moment donné, bien sûr, comme vous le suggérez, ils devront se rapprocher pour coopérer sur la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, des technologies, de la coopération industrielle et de la connectivité physique de base, transport, banque, monnaie, et tout cela. Parce que je pense encore une fois que c'est pour cette raison que les sanctions fonctionnent généralement lorsqu'elles sont modérées et de courte durée, et non quand on impose des sanctions maximales à tout le monde en même temps. On finit par s'isoler soi-même. Cela devrait relever du bon sens. Mais je voudrais simplement poser une question. Vous avez mentionné que les Israéliens, que l'Iran en était sorti gagnant. Et vous savez, certains diraient oui, c'est le régime iranien. Mais il y a eu un reportage sur la chaîne 13 israélienne où apparemment, de nombreux généraux et hauts responsables de la sécurité auraient fortement insisté pour un cessez-le-feu parce qu'ils étaient dépassés par l'Iran. Savons-nous autre chose à ce sujet?
do we know anything else about this, or? Well, before I respond to that, I'd just like to add that Eh bien, avant d'y répondre, j'aimerais simplement ajouter que les sanctions, ou plutôt les tarifs et les sanctions, contre la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres, ne servent pas seulement de catalyseur pour accélérer l'intégration et la coopération entre ces pays du Sud global, en Asie, au sein des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, mais elles suscitent également de la crainte. Car par exemple, les Chinois voient les Américains menacer le Venezuela, et tandis que les Israéliens et les Américains cherchent essentiellement à imposer leur volonté et à dominer l'Asie occidentale, qui bien sûr est la principale source de pétrole du monde, cela représente une préoccupation majeure pour la Chine. Ils savent que si les États-Unis réussissent, ils détiendront presque un monopole sur l'énergie mondiale, et la Chine ne pourra plus compter que sur la Russie pour s'approvisionner en énergie. Or, ce qui n'est pas du tout une bonne chose pour eux. Cela crée donc une incitation supplémentaire pour la Chine à coopérer avec l'Iran, car les Chinois savent que, tout comme une défaite de la Russie face à l'OTAN serait catastrophique, une défaite de l'Iran et de l'axe de la résistance en Asie occidentale le serait également pour la Chine. Les incitations agissent donc à plusieurs niveaux. De plus, ce qui s'est passé, et que je devrais ajouter, c'est que pendant que l'Iran négociait avec les États-Unis, ces derniers ont ensuite conspiré avec Netanyahou pour attaquer l'Iran. Et le fait que l'Iran ait de nouveau signé un accord de coopération avec l'AIEA et que l'Iran, l'Égypte et les Européens l'aient essentiellement rejeté, alors même qu'ils en étaient les initiateurs, tout cela renforce les capacités de puissance 12 de l'Iran, non seulement à l'étranger, mais aussi sur le plan intérieur. Les Iraniens voient que leur gouvernement cherche une solution, tandis que c'est l'autre camp qui se montre sournois et malhonnête. Ainsi, dans le cas de l'Égypte, l'Iran savait que l'autre partie allait rejeter l'accord, mais il l'a signé malgré tout, afin que tout le monde voie que l'autre camp n'est pas sincère. Et lorsqu'on observe ce qui se passe au Venezuela, les États-Unis, d'après ce que je comprends et selon des amis en Amérique latine, provoquent des tensions à travers tout le continent. Ainsi, l'anti-américanisme, si l'on peut dire, est en hausse dans le monde entier, car les États-Unis exercent des pressions sur tous ces fronts simultanément. En ce qui concerne la guerre, ce que nous savons, par exemple d'après Steve Bannon, qui est une figure clé de la politique américaine et peut-être l'une des deux personnes les plus importantes du mouvement MAGA aux côtés de Tucker Carlson, c'est que, d'après ce qu'il a dit juste après la fin de la guerre, et il l'a dit à au moins 2 reprises dont je suis au courant, car je l'ai entendu dans 2 extraits distincts, les États-Unis sont venus au secours de Netanyahou. Netanyahou avait besoin d'un cessez-le-feu, et au cours des derniers jours, Israël subissait de très lourdes frappes. Les États-Unis discutaient donc avec les Iraniens, essayant de convaincre l'Iran d'arrêter la guerre. Et si vous vous souvenez, Trump, eh bien ce n'était pas vraiment un cessez-le-feu. L'Iran n'a pas accepté un cessez-le-feu, il a accepté une suspension des hostilités. Lorsque les tirs ont cessé, Trump a déclaré à la Maison-Blanche que l'Iran pouvait désormais vendre tout le pétrole qu'il voulait à la Chine. Or, l'Iran vendait déjà tout son pétrole, et depuis l'arrivée au pouvoir du président Raïssi, la politique n'était plus d'attendre un accord nucléaire, mais d'exporter du pétrole, et l'Iran exportait à pleine capacité. Cela s'est poursuivi sous le président Pezeshkian. Mais les États-Unis cherchaient constamment à créer des problèmes à l'Iran. Ce que Trump disait en substance laissait entendre que les États-Unis n'allaient plus tenter d'entraver les exportations pétrolières iraniennes comme auparavant. Bien sûr, personne ne fait confiance à Trump et personne ne fait confiance aux États-Unis. Les Chinois ne leur font pas confiance, même après cet incident,
cet accord qu'ils ont conclu à Séoul. Les Russes non plus, car ils changent sans cesse de position et d'avis. Mais en tout cas, il est clair que l'Iran a contraint les États-Unis à accorder certaines concessions afin qu'ils acceptent une cessation des hostilités. Donc, si l'Iran n'avait pas l'avantage, pourquoi les Israéliens auraient-ils arrêté la guerre? S'ils avaient eu l'avantage, ils auraient simplement continué à bombarder l'Iran, à frapper l'Iran, à affaiblir l'Iran, à le pousser vers un soi-disant changement de régime. Mais le fait que Bannon dise que la véritable histoire est que le régime israélien était en difficulté, je pense que cela dit tout. Et bien sûr, j'ai vu le reportage dont vous avez parlé sur la chaîne israélienne 13, mais je pense que ce qu'a dit Bannon constitue probablement une preuve suffisante, compte tenu de son statut. Il était, bien sûr, le premier chef de cabinet de Trump avant qu'il ne se brouille pendant le premier mandat. Mais son influence reste considérable. Lui et Bannon, tout comme Tucker Carlson, sont très bien informés. En fait, quelques heures avant la guerre, peut-être littéralement quelques heures, peut-être même un jour avant, je ne me souviens plus, j'ai vu Bannon dire dans son émission, tout comme il l'a répété plus tard, après la suspension des hostilités, que 2 semaines avant le début des combats, il avait déclaré « Nous allons avoir une guerre. Elle est sur le point de commencer. » Donc même avant que les Israéliens ne commencent à frapper l'Iran, ou que les Américains ne le fassent, je ne me souviens plus exactement quand c'était, il était déjà informé. Je pense que c'était juste avant la frappe américaine. Il savait donc. Ces informations, ces sources à la Maison-Blanche, même au Pentagone, dans l'ensemble de l'établissement politique exceptionnellement bonnes. Oui, il ne faut pas sous-estimer Steve Bannon. D'un côté, c'est un propagandiste, mais de l'autre, il est très bien connecté et souvent en avance sur son temps. Sur la question du déclin, cependant, et tu sais, Glenn, désolé de t'interrompre encore une fois. Reprenons cela une fois de plus. Steve Bannon a été très critique envers le régime israélien. Et lorsqu'on le met aux côtés de Candace Owens, Tucker Carlson et d'autres, cela montre que la situation n'est pas du tout bonne, non seulement pour Netanyahou, mais aussi pour les sionistes aux États-Unis et pour la relation entre le régime sioniste et les États-Unis. Ces déclarations contre Israël ne sont pas aussi dures ni de la même nature que celles de Candace Owens ou de Tucker Carlson, mais elles sont très significatives. Et compte tenu de son statut, comme tu l'as souligné, cela en dit long. Eh bien, il y a, disons, une division aux États-Unis sur la question de savoir dans quelle mesure c'est un atout ou un fardeau. Il y a ce célèbre discours de Joe Biden des années 80 ou 90, où il explique que s'il n'y avait pas Israël, il faudrait en inventer un, car c'est un excellent partenaire pour les États-Unis, capable de projeter sa force au Moyen-Orient. Mais de l'autre côté, certains soutiennent qu'en réalité, non, qu'Israël ne cesse de nous affaiblir au Moyen-Orient. Il y a donc aujourd'hui un glissement vers cette seconde vision. Et à l'époque de America First, et aussi, je suppose, dans un contexte de déclin impérial, que nous observons, il y a cet instinct de commencer à hiérarchiser les priorités et à prendre des décisions difficiles qu'ils n'avaient pas à prendre auparavant. Et lorsqu'on y regarde de plus près, cela conduit de plus en plus à la conclusion, semble-t-il, qu'Israël devient un fardeau pour les États-Unis. C'était prévisible d'ailleurs, déjà dans les années 1990, lorsque toutes les discussions sur l'unipolarité avaient lieu. Tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais les critiques de l'unipolarité, soutenaient que celle-ci serait par nature temporaire, car elle épuiserait les ressources, non seulement matérielles et humaines, mais aussi la réputation internationale. Si vous vous souvenez des années 1990, pour ceux d'entre nous qui travaillaient dans les universités ou étudiaient dans les années 90 et 2000, on nous présentait toujours le concept de puissance douce, parce que les États-Unis étaient tellement admirés
et leur pouvoir d'attraction si fort que cela en était devenu une catégorie de puissance à part entière. This was a power category of its own. Anyways, Mais il est intéressant de constater que par le passé, si par exemple les Russes envoyaient des armes à l'Iran, ils devaient le nier, s'en excuser ou le dissimuler. Mais hier encore, on a demandé à Sergei Lavrov, « Fournissez-vous des armes à l'Iran ?» Et il a répondu, « Oui, eh bien, nous envoyons quelques avions Sukhoi, nous envoyons le système de défense aérienne S-400. » Et il n'y a plus besoin de s'excuser, ni de faire semblant d'avoir commis une faute. Toute cette dynamique de pouvoir a disparu. Je pense que les gens ignorent souvent à quel point c'est extraordinaire. Que même maintenant, alors qu'ils essayent d'améliorer leurs relations avec les États-Unis, ils ne vont toujours pas se plier à ce genre d'étrange culpabilisation. De toute façon, ma dernière question portait sur le cessez-le-feu à Gaza, car un peu comme en Ukraine, il semble reposer sur l'idée d'un cessez-le-feu sans règlement politique. Et d'une manière ou d'une autre, il tiendrait. Mais maintenant, on voit Trump presque encourager des attaques contre le Hamas si nécessaire. Alors, ils bombardent un peu, tuent quelques Palestiniens, puis disent « Bon, d'accord, le cessez-le-feu est de nouveau en vigueur ». Il y a aussi une volonté de mettre en place une force internationale, mais cela ne semble pas encore se concrétiser. Comment voyez-vous cela, compte tenu de tous ces développements? Comment voyez-vous ce que l'on pourrait appeler un cessez-le-feu post-guerre froide, ou un cessez-le-feu post-conflit réellement tenir? Parce qu'aucun des plans ne semble aboutir. Ça ne tiendra pas. Je veux dire, je ne sais pas combien de temps il faudra avant que tout s'effondre, mais cela ne va pas réussir. La raison pour laquelle nous avons eu le 7 octobre, c'est que le régime israélien étranglait le peuple palestinien. Et avec ce faux cessez-le-feu, ils font la même chose, mais de manière encore plus intense. Il ne fait aucun doute que le Hamas et le djihad islamique palestinien renforcent leurs capacités, leur réseau de tunnels, et, sans aucun doute, l'Iran leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour le faire. Sans aucun doute, le Yémen développe de nouvelles technologies et de nouvelles capacités, et avec l'évolution de la relation entre l'Iran, la Russie et la Chine, cela est de bon augure pour les entités, pays, groupes et organisations alliés à l'Iran. Et bien sûr, il en va de même au Liban. Comme je l'ai dit, le temps ne joue pas en faveur du régime israélien. Plus cela dure, plus il tue de gens. Cela se voit, les gens restent en colère et cela continue de délégitimer le régime israélien. Les gens se sont retournés contre lui, tué des Palestiniens, tué des Libanais. Rien de tout cela ne présage rien de bon. Et puis il y a quelques éléments qui pourraient tout changer. L'un d'eux est l'effondrement du Hwangson en Ukraine, qui à mon avis est étroitement lié à ce qui se passe en Asie occidentale, qui aura un énorme impact sur l'Europe et les États-Unis. La façon dont tout cela va se dérouler est bien sûr incertaine. La manière dont la guerre se terminera finalement l'est également. Car même si les lignes de front s'effondrent, cela ne signifie pas nécessairement que le régime ukrainien s'effondrera. Et vous savez, il pourrait y avoir une hostilité constante pendant des années. Mais un effondrement aurait, je pense, un énorme impact psychologique sur l'Occident. Le deuxième facteur concerne les bulles économiques dont on parle, en particulier la bulle de l'IA. Si cette bulle éclate, je pense que les conséquences seront énormes pour le régime israélien, pour tous les alliés des États-Unis et pour les États-Unis eux-mêmes. Cela aura bien sûr un impact énorme sur le monde entier, mais je pense que le plus grand impact se fera sentir en Occident lui-même. Le régime israélien a besoin de l'Occident pour continuer d'exister, il en a besoin, car seul, il n'est qu'une coquille vide, il est totalement dépendant. Ce n'est pas comme l'Iran. Comme je l'ai dit plus tôt, l'Iran achète des armes. Certes, la relation avec la Russie et la Chine évolue,
il y a plus d'échanges, plus de commerce. Les Russes fourniront une meilleure technologie, les Chinois fourniront une meilleure technologie, mais l'Iran achète ce dont il a besoin. Les Israéliens, eux, sont totalement dépendants. Et à mesure que l'Europe s'effondre, encore une fois, je ne veux pas exagérer, je parle en termes relatifs. Alors que l'Europe s'effondre et que l'économie américaine fait face à des défis croissants à l'horizon, cela devrait constituer des signaux d'alerte majeurs pour le régime israélien. Je ne vois pas de situation à long terme qui s'améliore pour Israël. Cela ne peut qu'empirer. Ils ont été délégitimés, leur économie est gravement endommagée et leur population, les sionistes, est traumatisée. Le Hamas existe, le Hezbollah existe, Ansarullah existe. L'Iran, en tant que force puissante, devient encore plus puissant. Mais ses soutiens sont en difficulté. Quelle que soit la manière dont on l'envisage, ses soutiens à Washington, Bruxelles, Londres, Berlin et Paris, tous sont en difficulté. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Tel Aviv. Je l'ai fait. Non, je pense qu'il est important de souligner ce que vous mentionnez, à quel point tous ces conflits sont interconnectés. Je les classerai en grande partie dans la catégorie des tentatives de renverser le déclin de l'ère hégémonique. Mais comme vous l'avez suggéré, chaque fois que cela s'intensifie, cela implique une plus grande partie du monde. Donc non, il semble que cela aille dans une seule direction. En guise de remarque finale, je me souviens du moment unipolaire. Il a été inventé par Krauthammer en 1990, et c'est un article qui mérite d'être lu, car il comporte un élément manquant dans sa logique. Il souligne que la répartition du pouvoir est désormais unipolaire, c'est simplement ainsi, et que nous allons devoir diriger le monde. Un jour, dans le futur, il sera probablement multipolaire, et alors nous nous adapterons. Mais quand on le lit, on se rend compte que le pragmatisme supposé est très défaillant. On ne peut pas diriger un pays, une classe politique entière, pendant 3 décennies, en partant du principe que c'est presque un droit divin de diriger le monde. Non seulement en tant que gendarme, mais aussi en matière d'économie et de tout le reste. Puis, après 3 décennies, simplement accepter. Bon d'accord, les Chinois montent en puissance, les Russes et les Iraniens aussi, et nous allons maintenant simplement passer à un système multipolaire. Il n'y a jamais eu de possibilité d'une transition pacifique du pouvoir et d'une acceptation des réalités multipolaires. Et je pense que le chaos actuel en est un assez bon indicateur. Bref, j'ai été trop long. Désolé, un dernier mot avant que vous ne concluiez. Oui, j'allais justement dire que vous savez, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, les États-Unis, eh bien, je pense que 2 choses les ont vraiment changés. Les États-Unis étaient une puissance arrogante, comme le sont souvent les superpuissances dans l'histoire. Ils étaient arrogants, mais connaissaient leurs limites dans une certaine mesure. Mais je pense que 2 événements ont transformé les États-Unis. Le premier fut l'effondrement de l'Union soviétique, qui s'est produit presque simultanément avec la victoire américaine sur Saddam Hussein au Koweït. Ainsi, les fantômes du Vietnam ont été exorcisés et les États-Unis se sont sentis militairement supérieurs à quiconque. Et son rival idéologique, il n'a jamais pris l'Iran ni l'axe de la résistance au sérieux, mais ce rival s'était effondré. Cela a donc rendu les États-Unis beaucoup plus arrogants. Lorsque le monde multipolaire a commencé à émerger, les États-Unis ne se comportaient plus comme ils l'avaient fait avec l'Union soviétique. Il n'y avait plus de respect pour leur adversaire. Les États-Unis se sentaient propriétaires du monde entier. Ils étaient aux commandes. Et ces puissances montantes, par conséquent, devaient être traitées d'une main lourde. Les États-Unis ne peuvent pas s'adapter parce que, à mon avis, la mentalité a changé avec l'effondrement de l'Union soviétique et leur victoire sur Saddam Hussein, d'une manière qui a rendu encore plus difficile la gestion des adversaires.
which it became all the more difficult to deal with adversaries. So the United States was better equipped to deal with the Ainsi, les États-Unis étaient mieux équipés pour faire face à un adversaire puissant pendant la guerre froide, mais ils n'ont pas su gérer les adversaires moins importants au départ. Je veux dire, les Chinois n'étaient pas à la position qu'ils occupent aujourd'hui, les Russes non plus, ni les Iraniens lorsqu'ils ont commencé à s'affirmer. Mais l'intolérance des États-Unis envers la montée progressive des pays du Sud global était évidente. Et cela, je pense, ne fait que s'intensifier, ou, comme je l'ai dit plus tôt, agit comme un catalyseur pour rassembler tous ces pays et accélérer le déclin des États-Unis et de l'Occident, tout en rendant le monde bien plus dangereux. But also making the world a much more dangerous place. Very much agree. And as the Bannons, Je suis tout à fait d'accord. Et à mesure que les Bannon, les Carlson et d'autres partisans de l'America First s'en rendent compte, je pense qu'ils reconnaissent que ce n'est pas un sujet de type « nous contre eux ». C'est vraiment une question de savoir dans quelle mesure tout cela sert aussi les intérêts de l'Amérique. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps, surtout encore une fois un dimanche. J'apprécie vraiment. C'est un honneur, Glenn. Merci beaucoup de m'avoir invité.